Je rangeais l'ordinateur portable de Kurt, en essayant méticuleusement d'y organiser ses documents fiscaux, quand, par inadvertance, j'ai ouvert le mauvais dossier. Et là, j'ai découvert 847 photos de sa conférence professionnelle à Hawaï. Chaque image dévoilait ma sœur Demi en bikini, la main dans celle de Kurt, sur des plages que je n'avais jamais vues. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Je l'ai vu l'embrasser sous des cascades où je n'avais jamais mis les pieds, portant le bracelet en diamant que je croyais être celui qu'il m'avait offert pour notre anniversaire. Le curseur survolait ce que je pensais être le dossier « Recept 2024 », quand j'ai double-cliqué et soudain, mon écran a explosé en images qui m'ont donné le vertige. Photo après photo de mon mari Kurt et de ma sœur cadette Demi. Avant de replonger dans ces révélations, dites-nous d'où vous regardez, et si cette histoire vous touche, abonnez-vous. Demain, j'ai gardé quelque chose d'extraordinaire pour vous. Pas seulement ensemble, mais ensemble de façon que beau-frère et belle-sœur ne devraient jamais être. Il y avait Demi, ses cheveux auburn captant le coucher de soleil hawaïen, appuyés contre la poitrine de Kurt sur une plage immaculée de sable blanc. Les mains de Kurt enserrant sa taille d'un geste possessif, posant devant le célèbre cratère de Diamond Head. Sur une autre photo, ils partageaient une boisson tropicale à deux pailles, leurs fronts se touchant doucement, une proximité tendre, mais c'est le timestan qui a fait trembler mes mains, du 15 au 22 mars 2024. Exactement la même semaine où Kurt m'avait assuré qu'il assistait à une conférence cruciale sur les ventes pharmaceutiques à Honolulu. J'ai scrollé image après image, chaque cliché plus dévastateur que le précédent, Demi portant une robe d'été blanche légère, que je ne lui avais jamais vue, l'épaule de Kurt reposant nonchalamment sur la sienne alors qu'il regardait le coucher de soleil depuis un balcon d'un resort de luxe. Un selfie d'eux en chemise hawaïenne assortie, rayonnant d'une joie désinhibée que je n'avais pas vue sur le visage de Kurt depuis des mois, des photos d'eux faisant du snorkeling ensemble, randonnant ensemble, dînant dans des restaurants romantiques en bord d'océan. Ma respiration s'est faite courte tandis que j'essayais de comprendre ce que je voyais. Ce n'était ni hasard ni rencontre fortuite, ces photos révélaient un couple établi, à l'aise dans son intimité, familier des gestes et attitudes de l'autre, la main de Kurt trouvant naturellement le bas du dos de Demi, les doigts de Demi entrelacés aux siens alors qu'ils marchaient sur la plage, leur regard sur chaque photo débordant d'affection, de désir, et d'un sentiment que je ne pouvais nommer autrement que l'amour. Mais l'image qui a brisé le peu de sang-froid qu'il me restait apparaissait à peine à mi-parcours des photos, un gros plan du poignet de Demi, orné du délicat bracelet tennis en diamant que Kurt m'avait offert pour notre 3e anniversaire de mariage, seulement 2 mois plus tôt, le même bracelet qu'il avait dit avoir payé avec chaque centime de sa prime, symbole de son engagement envers notre avenir à deux. Le même bracelet que j'avais porté fièrement à tous les événements sociaux, croyant qu'il incarnait son amour et sa dévotion. Sauf que maintenant, je le voyais au poignet de ma sœur, alors qu'elle donnait à Kurt un morceau d'ananas sur une plage à 2500 km de notre maison à Denver, lors d'un voyage dont j'avais moi-même aidé à établir le budget, croyant ces mots sur des réunions avec des fournisseurs et des présentations de vente. Les métadonnées de chaque photo racontaient une histoire diamétralement opposée à tout ce que Kurt m'avait confié. Alors qu'il m'écrivait tous les soirs au sujet de salles de conférences ennuyeuses, de dîners de réseautage épuisants, les images révélaient des croisières au coucher du soleil, des soins de spa en duo, des pique-niques intimistes sur des plages isolées alors qu'il se plaignait du petit déjeuner continental du « terrible » hôtel Continental. Elle montrait des plateaux de room service somptueux sur une terrasse privée face à l'océan Pacifique. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de concilier ces preuves avec la réalité que je pensais vivre. Kurt m'appelait chaque soir pendant ce voyage, me racontant ses présentations de l'industrie pharmaceutique, ses clients difficiles, il m'envoyait des photos de salles de conférence, se plaignait du Wi-Fi défaillant de l'hôtel. Chaque détail était soigneusement fabriqué pour entretenir l'illusion d'un voyage professionnel légitime, alors qu'il vivait en réalité un conte romantique avec ma sœur. J'ai découvert des vidéos mêlées aux photos, et la trahison est devenue encore plus viscérale. Un clip de Demi riant pendant que Kurt tentait de surfer, l'appelant « Baby » d'une voix gorgée d'affection. Une autre vidéo les montrait dansant pieds nus sur la plage, au rythme d'une musique que je ne pouvais entendre, se mouvant avec la familiarité de deux amants, pas de beau-frère et belle-sœur qui se saluent à peine lors des réunions de famille. Ils bougeaient comme des personnes ayant été intimes à de nombreuses reprises, qui se connaissent par cœur, partagent des blagues privées et des souvenirs communs.
L'image finale du dossier était un screenshot d'une confirmation de réservation d'un resort hawaïen, cette nuit au Grand Wii Resort, dans une suite vue océan romantique, pour 2 personnes, Monsieur Kurt Stevens et Mademoiselle Demi Patterson. Ma sœur avait réservé un week-end romantique avec mon mari, en utilisant mon nom de jeune fille. Je me suis affaissé dans le fauteuil de notre bureau à domicile, le même fauteuil où Kurt était assis seulement 3 mois plus tôt, me montrant sur ce même ordinateur l'itinéraire de sa conférence, m'expliquant à quel point ce voyage à Hawaï était important pour sa carrière. Le même bureau où je l'avais aidé à organiser ses documents de présentation, à repasser ses chemises professionnelles et il fit sa valise avec ses tenues professionnelles qu'il n'avait apparemment jamais portées. 3 ans de mariage. 5 ans de vie commune au total. Et c'est ainsi que j'ai découvert que les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde menaient, dans mon dos, une vie complètement différente. Pas simplement une liaison, non. Mais une supercherie soigneusement orchestrée, une tromperie élaborée qui avait transformé le voyage d'affaires de Kurt en une véritable lune de miel romantique, en partie financée par mon propre salaire. Oui, mon salaire d'infirmière en pédiatrie. Moi, qui enchaînait les gardes de 12 heures pour faire vivre notre foyer, pendant que Kurt construisait sa carrière dans la vente. Les photos que j'ai découvertes n'étaient pas de simples preuves d'une trahison. C'était le témoignage tangible d'un univers parallèle, une vie alternative dans laquelle mon mari et ma propre sœur avaient construit le paradis romantique que j'avais moi-même rêvé de visiter avec lui pour notre 5e anniversaire de mariage. Chaque coucher de soleil, chaque aventure, chaque moment intime que j'imaginais partager avec l'homme que j'avais épousé. Il les avait déjà vécus. Pendant que moi, je faisais des heures supplémentaires pour pouvoir payer les mensualités de l'hypothèque, celles que Kurt disait ne pas pouvoir assumer avec ses commissions. Et à mesure que je faisais défiler les photos, j'ai compris que ce voyage n'était pas le premier. Les horodatages montraient d'autres destinations, à d'autres dates. Napa Valley. San Diego. Même ce qui ressemblait à un week-end à Las Vegas. Chaque série de photos ne montrait pas seulement une intimité physique, mais une connexion émotionnelle. Des blagues complices. Une aisance naturelle entre eux. Le genre de proximité qu'on développe quand on passe énormément de temps ensemble. Mais ce n'était que le début. Le début d'une histoire qui allait me révéler à quel point j'avais été naïve. Depuis combien de temps tout cela avait été planifié. Et à quel point la femme qui découvrit ces photos allait devenir très différente de celle qui s'était assise devant cet écran d'ordinateur. Car parfois, les trahisons les plus dévastatrices mènent aux transformations les plus puissantes. Et parfois, perdre tout ce que l'on pensait vouloir est exactement ce qu'il faut pour découvrir qui l'on est vraiment. Ces photos n'étaient que la première pièce d'un puzzle qui allait bouleverser toute ma vie. Mon histoire, en réalité, commence bien avant ces photos douloureuses. Elle commence dans l'unité de soins intensifs pédiatriques de l'hôpital pour enfants de Denver, où j'ai passé les 7 dernières années à sauver des vies et à bâtir l'image de la femme que je pensais être. Je m'appelle Samantha Mitchell. Et à 31 ans, j'étais déjà reconnue comme l'une des infirmières les plus dévouées de mon service. Mes collègues plaisantaient souvent en disant que je m'occupais mieux de mes jeunes patients que de moi-même. Je faisais des gardes de 12 heures d'affilée sans me plaindre. Je me portais volontaire pour les cas les plus complexes. Et je restais après mes heures pour réconforter les familles dans les pires moments de leur vie. J'ai grandi dans une famille de la classe moyenne à Colorado Springs. Mes parents, tous 2 enseignants, m'ont très tôt transmis des valeurs profondes. L'intégrité, la loyauté, le sens du devoir, et l'idée que les besoins des autres passaient avant les siens. Ce n'étaient pas de simples idéaux pour moi. C'étaient les principes fondateurs de ma vie. Quand les autres étudiants faisaient la fête à l'université, moi, j'étudiais pour mes examens d'infirmière. Quand mes amis parcouraient l'Europe après l'obtention de leur diplôme, moi, je travaillais jour et nuit pour rembourser mes prêts étudiants et épargner pour un avenir que je croyais stable. L'ironie me frappait de plein fouet. J'avais choisi une carrière consacrée à guérir les autres, tout en restant aveugle aux blessures profondes qui rongeaient ma propre vie. À l'hôpital, je pouvais remarquer le moindre changement dans l'état d'un enfant. Je détectais les signes invisibles, défendais avec ferveur ceux qui ne pouvaient pas parler. Et pourtant, j'avais échoué à voir les signes les plus évidents, dans mon propre mariage.
j'avais toujours été celle sur qui on pouvait compter. La fille fiable. L'amie qu'on appelait en cas de crise. Au lycée, alors que ma petite sœur Demi fuyait les règles pour aller à des fêtes et sortir avec le quarterback. Moi, je faisais du bénévolat dans des maisons de retraite et maintenais une moyenne parfaite. Narration dramatique, musique douce en fond. Préparer cette histoire nous a demandé du temps et de l'émotion. Si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne. Votre soutien nous aide énormément. Maintenant, revenons à l'histoire. Depuis notre enfance, la différence entre Demi et moi était évidente. Demi, c'était la spontanée, la charmeuse, celle qui se sortait toujours des pires situations. Moi, j'étais réfléchie, organisée, peut-être trop confiante pour mon propre bien. Notre dynamique familiale a fixé des rôles qui nous ont suivis jusqu'à l'âge adulte. Demi prenait des risques, faisait des choix impulsifs, et retombait toujours sur ses pieds. Moi, je ramassais les morceaux, j'apportais la stabilité. Et je mettais mes désirs de côté au nom de la paix familiale. Nos parents nous aimaient toutes les deux, mais de façon très différente. Ils s'inquiétaient de l'impulsivité de Demi. Et considéraient ma fiabilité comme acquise. Ma mère me disait souvent: Samantha, tu ne peux pas sauver tout le monde. Parfois, il faut garder un peu d'énergie pour toi. Je lui répondais par un sourire, convaincu que l'amour impliquait des sacrifices. Que dans un couple, il fallait bien une personne pour être l'encre, pendant que l'autre poursuivait ses rêves. C'est cette philosophie qui m'avait attiré vers Kurt, au départ. Nous nous étions rencontrés à une conférence médicale, il y a 5 ans. Il travaillait comme représentant en pharmacie. Charmeur. Sûr de lui. Il était ambitieux, mais peinait à trouver sa place dans une industrie ultra compétitive. Il m'avait abordé pendant une pause entre 2 sessions, me faisant remarquer ma question si pertinente sur les protocoles de prise en charge de la douleur pédiatrique, et j'avais immédiatement été attiré par sa confiance en lui et sa passion évidente pour l'innovation en santé. Kurt semblait avoir besoin d'une personne stable, quelqu'un qui croirait en son potentiel lorsqu'il doutait de lui-même. Dès le début de notre relation, je l'avais soutenu, j'étais présente lors de ses 3 changements d'emploi, lui avais prêté main forte pour préparer ses certifications professionnelles, et assurer les frais du foyer durant ces périodes de transition. Quand ses doutes l'assaillaient, j'étais là pour l'encourager. Lorsqu'il essuyait les refus de clients, je devenais son pilier réconfortant. Et dans ses ambitions de devenir un des meilleurs vendeurs de son secteur, j'étais son soutien inébranlable. Ce schéma s'est poursuivi dans notre mariage, je travaillais en heures supplémentaires pour préserver notre niveau de vie, tandis que Kurt bâtissait sa carrière. J'assumais toutes les responsabilités domestiques pendant ses déplacements professionnels, gérer les finances, planifier notre agenda social, entretenir les relations familiales, pendant qu'il se concentrait sur son réseau et son développement professionnel. Je me disais que tout cela n'était que temporaire, dès que Kurt serait installé, nous vivrions le partenariat que j'avais toujours imaginé. Mon travail à l'hôpital était devenu mon sanctuaire, un lieu où mes qualités bienveillantes étaient appréciées et efficaces. Je m'étais spécialisé dans le soin aux enfants atteints de maladies chroniques, dans l'accompagnement des familles contraintes de prendre des décisions déchirantes, dans des situations exigeant force émotionnelle et dévouement que je possédais naturellement. Les parents réclamaient spécifiquement ma présence pour leur enfant, sachant que je défendrais avec ardeur les meilleurs résultats. Récemment, ma supérieure m'avait même recommandé pour une promotion au poste d'infirmière en chef, récompensant mes 5 années de service exemplaire. L'unité de soins intensifs pédiatriques était l'endroit où je me sentais pleinement moi-même, compétente, valorisée, et capable d'apporter un vrai changement. Je pouvais entrer dans une chambre remplie de parents inquiets et d'enfants effrayés, et y installer un climat de calme et d'espoir. Mes collègues respectaient mes décisions cliniques, les parents me faisaient confiance, les enfants répondaient à ma présence douce mais assurée. Dans ces murs, je savais exactement qui j'étais et ce que je valais. Mais même mon succès professionnel ne suffisait pas à combler le vide grandissant dans ma vie personnelle. Depuis 2 ans, Kurt et moi tentions de fonder une famille, et chaque mois était synonyme de déception renouvelée. J'avais subi des examens de fertilité approfondis, ajusté mon alimentation, suivi mes cycles avec rigueur scientifique, et conservé un optimisme intact malgré les signes indiquant que concevoir naturellement serait ardu. Kurt était présent, parfois distant,
il assistait aux rendez-vous médicaux, tout en semblant de plus en plus détaché du processus. Ses difficultés à concevoir étaient devenues un autre champ de responsabilité que je prenais en charge seul, je faisais les recherches sur les traitements, prenais les rendez-vous, gérais les médicaments, et portais le poids émotionnel de chaque échec. Kurt tentait de me réconforter quand les tests de grossesse se révélaient négatifs, mais je percevais sa frustration. Je me demandais s'il me tenait responsable de notre incapacité à concevoir. Aujourd'hui, je comprends que tout mon engagement envers le bien-être des autres m'a rendu aveugle à mes propres besoins. J'étais devenue si experte en interprétation de courbes médicales et de symptômes que j'avais perdu ma capacité à évaluer objectivement ma propre existence. Cette même intuition qui faisait de moi une infirmière hors pair m'avait paradoxalement empêché de me protéger des personnes qui m'étaient les plus proches. La femme qui découvrit ces photos, cette femme qui avait passé toute sa vie adulte à croire que l'amour rimait avec sacrifice, que la loyauté était toujours récompensée, qu'un travail acharné pouvait résoudre chaque problème, allait bientôt découvrir que parfois les êtres pour lesquels vous vous battez se retournent contre vous. Kurt et moi nous sommes rencontrés lors d'une conférence médicale à Phoenix, en avril 2019. Ce qui aurait dû être une routine professionnelle est devenu le début de tout ce que je croyais vouloir. J'y assistais pour des sessions sur la prise en charge de la douleur pédiatrique et les soins centrés sur la famille, tandis qu'il représentait la nouvelle gamme de médicaments de son entreprise pharmaceutique pour enfants. J'avais 26 ans, focalisé sur le développement de ma carrière d'infirmière, persuadé que l'amour apparaîtrait naturellement au moment opportun. Il m'abordait pendant la pause café, juste après ma présentation sur la réduction de l'anxiété chez les jeunes patients. Je venais de répondre aux questions d'un groupe de médecins lorsqu'un homme bien habillé, au sourire facile et au regard brun chaleureux, s'est approché. C'était brillant, m'a-t-il dit en me tendant la main. Je suis Kurt Stevens, ça fait 3 ans que je travaille en pédiatrie pharmaceutique, mais je n'avais jamais entendu quelqu'un expliquer la dimension émotionnelle de la guérison avec autant de clarté. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas seulement son apparence impeccable bien qu'il soit indéniablement séduisant d'une allure soignée et professionnelle, mais son intérêt véritable pour ce qui me passionnait. Là où la plupart des gens, y compris certains membres de ma famille, percevaient le métier d'infirmière comme une voie de repli ou un tremplin, Kurt parlait des soins pédiatriques avec la même révérence que moi, posait des questions réfléchies sur la défense des patients et les systèmes de soutien familial. Ce soir-là, après son accord pour un dîner dans un restaurant de fruits de mer en centre-ville de Phoenix, Kurt commença à partager son parcours. Il avait obtenu son diplôme en commerce à l'Université d'État du Colorado, puis travaillait brièvement dans la vente générale avant de se tourner vers la vente pharmaceutique. Ce choix était mûrement réfléchi, il voulait donner du sens à son travail. Son père, décédé d'un cancer pendant ses années universitaires, l'avait profondément marqué. Voir sa famille traverser les méandres du système de soins l'avait transformé. « Je sais que je ne suis pas celui qui soigne directement les patients, comme vous le faites, dit-il, penché en avant, son intensité faisant battre mon cœur plus vite. Pour moi, la vente n'est pas qu'une question de chiffres, il s'agit de faire en sorte que les traitements qui aident les enfants atteints se rendent vraiment jusqu'à ceux qui en ont besoin. » J'étais captivé. Devant moi se tenait quelqu'un qui comprenait que la santé, ce n'est pas seulement une question de compétences techniques ou de marge bénéficiaire, mais bien de connexion humaine et d'un véritable engagement. Lorsqu'il me demanda de parler de mon travail, il m'écouta avec une attention rare, posant des questions de relance sur des cas précis. Il semblait réellement ému par les histoires que je lui racontais au sujet de mes jeunes patients. La conférence se termina, mais notre lien perdura. Kurt habitait à Denver, à seulement 90 minutes de Colorado Springs où je travaillais. Il fit le trajet presque chaque week-end pour me voir. Il arrivait souvent avec un bouquet du marché fermier, un plat à emporter d'un restaurant dont j'avais mentionné le nom, et des anecdotes sur sa semaine de travail, me faisant sentir pleinement intégré à sa vie professionnelle. Dès les premiers mois, Curtis, je l'appelle ainsi à l'époque, me manifestait une admiration sincère pour mon engagement et mon éthique de travail. Quand je faisais des heures supplémentaires pour un cas particulièrement éprouvant, un garçon de 7 ans atteint de leucémie dont la famille peinait à décider d'un traitement, Kurt m'apportait le dîner à l'hôpital et m'attendait patiemment jusqu'à la fin de ma garde. Il demandait des nouvelles des enfants dont je m'occupais, retenait leur nom et leur état, et célébrait avec moi chaque étape de leur rétablissement. « Tu es incroyable, Samantha », me disait-il après des journées particulièrement éprouvantes, ta façon de te battre pour ces enfants,
ta façon de soutenir leur famille, tu incarnes précisément le genre de personne dont le monde a besoin. Son admiration me touchait, car elle était née de ma passion et de ma dévotion absolue. Son propre travail était exigeant, mais gratifiant. Il me racontait comment il développa des relations solides avec des cabinets pédiatriques, informait les médecins sur les nouvelles options thérapeutiques et ressentait une grande satisfaction quand un médicament dont il avait parlé permettait à un jeune patient de s'améliorer. Il parlait de son supérieur, le responsable de territoire, avec respect, évoquait ses collègues par leur prénom et semblait réellement investi dans sa progression au sein de son entreprise. 6 mois après le début de notre relation, Kurt obtint une promotion l'obligeant à s'installer à Denver. Sans hésiter, je postulai à l'hôpital pour enfants de Denver. Quand ils m'offrirent une place aux soins intensifs pédiatriques, je fus ravi. Ce déménagement semblait être la suite logique, tant pour nos carrières que pour notre relation. Kurt m'aida à faire les cartons de mon appartement de Colorado Springs, conduisit le camion de déménagement et passa des semaines à m'aider à m'installer à Denver. Il était fier de me présenter à ses collègues et ravi d'explorer cette nouvelle ville avec moi. Nos samedis matins étaient consacrés aux randonnées en montagne, l'après-midi aux marchés fermiers locaux et le soir à cuisiner ensemble, tout en échangeant, souvent, sur nos journées respectives. 18 mois plus tard, au cours d'une escapade de camping dans le parc national des Montagnes Rocheuses, Kurt fit sa demande. Il avait tout planifié, une randonnée au coucher du soleil vers notre belvédère préféré, un pique-nique avec mes plats favoris, et une bague choisie avec soin. Samantha, dit-il, s'agenouillant tandis que le soleil baignait les montagnes de lumière dorée, tu me pousses à être chaque jour la meilleure version de moi-même. Veux-tu m'épouser? Oui, répondis-je sans hésiter, convaincu d'avoir trouvé une personne partageant mes valeurs, un travail porteur de sens, des liens authentiques et l'envie de bâtir quelque chose de durable. L'homme qui me demanda ma main ce soir-là représentait tout ce que j'avais espéré, un partenaire à la fois ambitieux, bienveillant et profondément engagé à contribuer positivement au monde. Notre mariage, en septembre 2021, sembla être l'aboutissement de ce que nous avions construit, mais en réalité, ce ne fut que le commencement de ce que je pensais être un voyage extraordinaire à deux. Nous avons choisi une cérémonie intime dans les montagnes du Colorado, entourée de notre famille et de nos proches amis. Les collègues pharmaceutiques de Kurt s'intégraient aisément à mes amis infirmiers, et nos familles célébraient à l'unisson ce que tout le monde considérait comme une union parfaite. Les premiers mois de mariage dépassèrent mes attentes les plus optimistes. Kurt, désormais Senior Territory Manager pour les médicaments pédiatriques dans tout l'Ouest, bénéficiait d'un meilleur salaire, mais aussi de déplacements plus fréquents. Je soutenais pleinement son ascension professionnelle, fier de lui et convaincu que notre avenir familial s'en trouverait renforcé. Lorsqu'il devait se rendre à des congrès à Seattle, Los Angeles ou Phoenix, j'organisais ses présentations, repassais ses chemises et lui envoyais des messages d'encouragement durant ses voyages. À son retour, il rentrait avec des récits détaillés sur des innovations médicales pouvant aider les enfants atteints de maladies chroniques, de nouvelles collaborations nouées avec des services pédiatriques. Je m'étais profondément investi dans le secteur pharmaceutique, bâtissant ma réputation sur la distribution de médicaments vitaux, surtout à destination des médecins en contact avec des patients pédiatriques. Cette mission, si proche de mon engagement personnel envers la santé des enfants, résonnait en moi comme une vocation commune. Je ressentais que nous étions partenaires dans un projet d'utilité publique, lui assurant que les traitements atteignaient ceux qui en avaient urgemment besoin, et moi, assurant des soins directs à ces mêmes enfants. Pendant ce temps, ma propre carrière connaissait un essor fulgurant à l'hôpital pour enfants de Denver. J'avais été promue infirmière en chef dans l'unité de soins intensifs pédiatriques, un poste de grande responsabilité, mais également une formidable récompense. Non seulement mes heures s'étaient alourdies, mais j'avais également devant moi des cas beaucoup plus techniques, le tout grimpé d'un cran grâce à un salaire significatif. Cette stabilité financière nous a permis d'acheter notre première maison ensemble, un bungalow artisanal dans le quartier verdoyant de Highlands, avec une chambre de bébé parfaite et un jardin propice aux fêtes d'anniversaire et réunions familiales. Je gérais notre budget quotidien avec la même rigueur que pour mes plans de soins, suivre nos dépenses, maintenir nos objectifs d'épargne, et rester dans nos moyens malgré les revenus variables de Kurt. Quand ses commissions étaient au beau fixe, nous célébrions par des dîners raffinés ou des escapades de fin de semaine. Si son territoire traversait des difficultés,
mon salaire stable assurait le bon fonctionnement de notre foyer. Kurt et moi avions trouvé un rythme harmonieux, tendre et durable. Il rentrait de ses voyages d'affaires, enthousiaste, pour me raconter ses rendez-vous fructueux, les lancements de nouveaux produits et les relations solides nouées avec les cabinets pédiatriques. De mon côté, je partageais des nouvelles de mes jeunes patients, des familles que je soutenais face à des diagnostics difficiles, et les petites victoires qui rendaient mes quarts de 12 heures absolument gratifiants. Nos week-ends étaient consacrés à de longues randonnées, la découverte de nouveaux restaurants, et la réflexion sur notre avenir commun. Cette passion partagée pour la santé pédiatrique créait un lien professionnel hors du commun. Kurt posait des questions pertinentes sur mes cas les plus complexes, et je lui offrais des éclairages sur l'impact réel des médicaments sur mes patients. Parfois, il m'apportait même des échantillons de nouvelles formules pédiatriques lancées par son entreprise, tout sourire à l'idée que cela pourrait aider mes petits patients. Cette dimension professionnelle donnait à notre mariage une profondeur nouvelle, nous étions bien plus que des amants, nous étions des collaborateurs dont le quotidien sauvait des vies. Notre maison est devenue notre refuge, le lieu où Kurt pouvait décompresser après de longs voyages, et où je pouvais me ressourcer après des quarts éprouvants. Nous y organisions des dîners pour les amis, des fêtes familiales lors des fêtes de fin d'année, et savions apprécier nos soirées de calme domestique exactement le bonheur conjugal que j'avais toujours imaginé. Les collègues de Kurt le félicitaient de m'avoir trouvé, si attentionné, et mes amies infirmières saluaient le sérieux avec lequel il entretenait notre relation, tout en menant sa carrière avec talent. 18 mois après notre mariage, la décision de fonder une famille s'est imposée naturellement. Kurt avait toujours parlé de devenir père, et j'avais rêvé de maternité depuis l'adolescence. Ensemble, nous imaginions déjà les prénoms, échangions sur nos philosophies éducatives, et mettions de côté un petit pactole pour les études futures. Kurt s'impliquait réellement, il m'accompagnait au rendez-vous de fertilité, entamait des recherches sur les traitements possibles, et gardait une attitude optimiste malgré les mois qui s'écoulaient sans résultat. Cette aventure nous a soudés. Kurt me tenait la main lors des consultations, s'intéressait aux options thérapeutiques et m'épaulait lorsque mes espoirs s'évanouissaient. Il nous imaginait parents d'enfants bénéficiant de notre double expertise pharmaceutique et clinique. Avec le recul, je réalise que ces 2 années illustraient le paroxysme de ma naïveté, je croyais sincèrement qu'aimer, travailler dur et se soutenir mutuellement suffisait à bâtir le foyer dont j'avais toujours rêvé. Notre relation reposait sur des valeurs communes, sur une communication claire, un amour réel et un engagement profond. Pourtant, derrière ce tableau idyllique, Kurt préparait déjà une trajectoire de vie que je ne pouvais imaginer, une route excluant toute présence de ma part. Ces changements ont commencé lentement, si imperceptiblement que je me serais presque convaincu que c'était mon imagination. En janvier 2024, son rythme de voyage s'est brusquement accéléré. Ce qu'on estimait encore à 2 ou 3 déplacements par mois est devenu des voyages hebdomadaires. Kurt expliquait que son entreprise lançait un médicament pédiatrique majeur, exigeant la construction de relations solides avec des praticiens clés. La concurrence est féroce, me répétait-il pendant qu'il faisait ses valises. Si je ne travaille pas maintenant, on perdra des parts de marché. C'est temporaire, Samantha, mais capital pour ma carrière. Ses arguments étaient convaincants, et je l'ai entièrement soutenu, fier de son éthique de travail. Pourtant, des incohérences ont commencé à poindre, d'abord minimes, presque insignifiantes. Un jour, il parlait d'un déplacement à Portland, mais évoquait un restaurant de San Diego. Lorsqu'on l'interrogeait, il riait, accusant l'intensité des voyages qui estompaient ses souvenirs. J'en riais aussi, expliquant que je comprenais parfaitement la fatigue du déplacement. Plus troublant encore, ses choix vestimentaires se modifiaient, aux costumes impeccables s'ajoutaient désormais des chemises hawaïennes, bermudas stylées, et lunettes de soleil tape à accent grave l'œil. Quand je lui faisais remarquer l'étrangeté de ses tenues, il plaidait la montée d'une tendance, Casual Friday, lors des conférences pharmaceutiques, cherchant à assouplir les relations professionnelles. Ses appels téléphoniques, autrefois détaillés, devenaient brefs, rares et parfois captés dans des bruitages suspects. « Désolé chérie, je suis épuisé », se défendait-il, énormément de réunions West Coast aujourd'hui, on en parlera demain. Et moi de l'encourager à se reposer. Le plus troublant, à son retour, il ne semblait jamais usé par ses déplacements, au contraire, il rayonnait, détendu, frais comme après des vacances alors qu'il prétendait enchaîner des conférences intensives.
Son vers un al prononcé, qu'il attribuait à des journées à l'extérieur ou à des installations de luminothérapie dans ses hôtels. Il nous gâte avec un programme bien-être pendant la conférence, jurait-il, tout en sortant ses chemises imprégnées d'un parfum de crème solaire à la noix de coco, plutôt que de la lessive habituelle d'hôtel. Enfin, il commença à m'exclure progressivement de ses événements professionnels. 3 ans durant, j'avais participé à ses conférences annuelles, dîners trimestriels et fêtes de fin d'année, tissant des liens avec ses collègues et leurs conjoints. Soudainement, il rentrait avec des excuses rehearsed, ils ont changé le format, c'est plus intensif, aucun partenaire ne doit venir, ou encore, c'est réservé aux formations, pas aux moments conviviaux. Lorsque je confiais ma déception, il me couvrait d'un baiser sur le front et... Alors, je lui avais promis que l'année suivante serait différente. Mais, dès cette période, les irrégularités financières ont commencé à apparaître assez subtiles pour que je les attribue d'abord à de simples erreurs administratives. Nos relevés de cartes communes révélaient des dépenses dans des restaurants huppés, dans des villes où Kurt prétendait assister à des conférences médicales ennuyeuses. Souvent, les montants semblaient excessifs pour des dîners professionnels individuels. Lorsque je questionnais Kurt à ce sujet, il prétextait que les laboratoires pharmaceutiques encourageaient les relations avec des clients via des repas coûteux. La responsable de la clinique du docteur Rodriguez adore les sushis, disait-il, en me montrant un reçu pour un dîner à $200 dans un restaurant japonais de luxe. Je l'ai invité avec son assistante pour discuter de nos nouveaux protocoles médicaux. Ces investissements relationnels portent leurs fruits à long terme, lorsqu'ils choisissent nos produits plutôt que ceux des concurrents. Le changement le plus discret, mais le plus insidieux, concernait l'attention que Kurt portait à nos projets communs. Nos conversations sur le désir d'enfant se faisaient de plus en plus brèves, presque routinières. Son implication dans nos traitements de fertilité devenait mécanique, dénuée de profondeur émotionnelle. L'homme qui, autrefois, m'accompagnait dans mes recherches médicales paraissait désormais distrait lors des rendez-vous, le regard rivé sur son téléphone, manifestant une impatience palpable. Sans m'en rendre compte, j'étais progressivement exclu de sa véritable vie. En février 2024, les incohérences dans ses récits devinrent trop difficiles à justifier. La première alerte majeure survint lorsqu'il revint d'une conférence médicale de 3 jours, censée s'être tenue à Sacramento. Il affichait un teint bronzé et serein. L'hôtel de la conférence dispose d'un centre de fitness exceptionnel, avec luminothérapie UV, masseur à TIL, déballant des vêtements imprégnés d'odeur de crème solaire coco, plutôt que celle du service de blanchisserie. Tu sais comment ces labos essaient de nous impressionner, ils avaient intégré un volet bien-être. J'aurais dû t'en parler, mais je ne voulais pas que tu penses que je m'amusais pendant que tu travaillais dur à l'hôpital. Sa justification sonnait faux. Ce qui m'a vraiment inquiété, c'est le sable retrouvé dans ses chaussures, du vrai sable de plage, pas celui qu'on trouve dans un centre de remise en forme. Quand je l'ai évoqué innocemment, Kurt a semblé décontenancé, avant d'expliquer que le centre comprenait un terrain de beach volley pour des exercices d'équipe. Trop précis, trop calibré, une réponse préparée. Les irrégularités financières s'accumulaient. Dans notre compte courant commun, tout paraissait suspect. Kurt réglait habituellement ses frais professionnels avec la carte de l'entreprise. Mais soudain, des dépenses personnelles apparaissaient, chères et nombreuses. $400 dans un surf shop en Californie, la même semaine où il affirmait être en réunion à Phoenix. Confronté, il a feint la surprise avant d'inventer qu'il achetait des cadeaux pour ses clients importants. C'est du relationnel, me dit-il en me montrant un reçu pour des accessoires de plage féminins, lunettes de designer, crème solaire premium, paréo en soie. La responsable de la clinique du docteur Martinez adore les cadeaux originaux, je voulais sécuriser le compte. Tu sais, comme le secteur est compétitif, parfois il faut se surpasser. Mais ses explications semblaient toujours creuses, surtout lorsque d'autres frais surgissaient, dîner romantique pour 2 dans des restos chics où il disait être seul, séance dans un spa de luxe au cours d'un séminaire intensif, ou encore $600 dans une boutique de lingerie haut de gamme à San Diego, soi-disant une carte cadeau pour l'anniversaire de son assistante sur mon territoire. Ce qui m'a le plus ébranlé, c'est de découvrir que Kurt communiquait fréquemment avec ma sœur, Demi. Cela sortait totalement de leur caractère, ils n'étaient pas très proches, juste cordiaux lors des réunions familiales, mais peu en contact autrement. Pourtant, j'ai remarqué son nom apparaître encore et encore dans ses textos, souvent tard la nuit ou tôt le matin.
Lorsque je lui en parlais, il répondait avec désinvolture. Oh, elle me demande des conseils pour voyager, avec tous mes déplacements sur la côte ouest, je lui fais découvrir des endroits géniaux que j'ai visités pendant mes voyages pro. Sur le moment, cela semblait logique. Demi avait toujours cet esprit aventureux, et Kurt voyageait effectivement beaucoup pour le boulot. Mais lorsque j'ai tenté d'aborder le sujet avec Demi lors d'un dîner familial, elle est devenue soudain évasive, changeant immédiatement de sujet. Son énergie habituellement pétillante avait disparu, remplacée par une nervosité maladroite. Je regarde des options, glissa-t-elle, détournant le regard d'un geste évasif. Et puis, au milieu du repas, je les ai surpris échangeant un regard lourd de sens à travers la table familiale, un silence chargé, qui m'a serré l'estomac de malaise. Le coup de grâce fut la découverte d'un reçu dans la poche de Kurt, daté du même week-end où il prétendait assister à un symposium à Portland. Ce reçu provenait d'une bijouterie à San Diego, un bracelet de tennis en diamant exactement celui offert à notre anniversaire 2 mois plus tard. Cet homme m'avait offert ce bijou, prétendant l'avoir acheté en sacrifiant toute sa prime trimestrielle. J'avais fondu en larmes devant tant de générosité. Or, face à moi, ce reçu datait de plusieurs semaines plus tôt, dans une ville totalement différente. La chronologie ne collait pas. Le lieu n'y était pas. Et l'histoire sur la prime sacrifiée? Totalement inventée. Pire, il avait aussi acheté des boucles d'oreilles et un collier assorti à un ensemble presque 2 fois supérieur à notre mensualité hypothécaire. J'ai commencé à guetter Demi durant les repas de famille. Mes pires suspicions se sont confirmées, elle portait précisément ces pendants d'oreilles en diamant, identiques à notre bracelet, même taille, même montage. Ce n'était pas une coïncidence. Lorsqu'on l'a complimentée, elle a rougi, bredouillant un vague. J'épargne pour quelque chose de spécial. Et a rapidement changé de sujet. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Les déplacements mystérieux de Kurt, ses dépenses masquées, sa complicité secrète avec Demi, les bijoux identiques, ses histoires incohérentes, tout pointait vers une trahison d'une extrême intimité, presque trop atroce pour être vrai. Pourtant, aussi nombreux que furent les signes, je minimisais encore, m'accrochant désespérément à la confiance qui formait la base fragile de notre couple. Je n'étais pas prête à envisager que les 2 personnes que j'aimais le plus puissent être en train de conspirer contre moi. Mars 2024 a marqué le début, je ne l'ai compris que bien plus tard, d'une campagne méthodique de Kurt pour m'isoler de sa vie, tant professionnelle que personnelle. L'exclusion s'est instaurée en douceur, si subtilement. Nouvelle version en français, version enrichie et intégrale. Je me souviens parfaitement du moment où j'ai commencé à accepter chaque nouvelle limite sans me poser de questions sur le schéma qui se dessinait. La première exclusion marquante est survenue lorsque Kurt m'a annoncé, presque avec désinvolture, que la conférence annuelle de son entreprise à Hawaï serait, pour la première fois de son histoire, réservée aux exécutifs. Après 3 années consécutives passées à ses côtés, à tisser des amitiés avec d'autres conjoints et à savourer notre escapade annuelle favorite, c'est comme si quelqu'un extirpait un morceau de mon cœur. C'était un somptueux complexe hôtelier, comme chaque année, mélangeant sessions de travail et moments de détente. Un combo idéal pour les couples désireux de découvrir les îles entre 2 réunions. Je suis dévasté, Samantha, m'a-t-il dit, en me montrant ce qui ressemblait à un email officiel de l'entreprise annonçant le changement de politique. Le siège a décidé que les conjoints distrairaient trop l'équipe pendant cette semaine intensive, 12 heures de formation produit et planification territoriale, avec même des dîners de travail chaque soir. Le message paraissait authentique, satiné d'entêtes professionnelles et de formulations corporate sur l'optimisation de la productivité et le recentrage stratégique. Quand j'ai exprimé ma déception, lui, il semblait sincèrement navré. « Je sais que c'est injuste, dit-il en me prenant dans ses bras, je comprends, mais si je m'y oppose, ma carrière pourrait en pâtir. » J'étais prête à le soutenir, sa promotion me semblait cruciale pour notre avenir commun. J'ai accepté qu'il parte seul, l'aidant même à préparer ses affaires pour cette semaine qualifiée d'intensive. Mais cette exclusion ne s'est pas limitée à cette conférence. Kurt s'est mis à recevoir des appels confidentiels, l'obligeant à s'isoler. Lorsque j'interrogeais ces mystérieux appels, il évoquait la « sécurité renforcée » contre l'espionnage industriel, l'industrie pharmaceutique est devenue ultra concurrentielle.
Nous devons éviter de discuter affaires en présence de personnes non habilitées, y compris la famille. Ces propos, bien qu'explicables, rendaient son univers professionnel complètement hermétique à moi. Jusqu'alors, c'était un homme qui partageait avec moi ses anecdotes sur un client difficile ou une présentation réussie. Désormais, tout devenait inaccessible, protégé par une soi-disant clause de confidentialité. Et le plus dur a été sa résistance à ma présence le jour où il travaillait à la maison. Avant, c'est à la table de la cuisine qu'il passait ses coups de fils, parfois demandant mon avis. Maintenant, dès qu'arrivait un appel sérieux, il me demandait d'aller faire une course ou de le laisser seul dans le bureau. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. Mais si le siège découvre que des informations sensibles nous atteignent par erreur, je pourrais perdre mon job pour une broutille. Ces justifications semblaient raisonnables, et lui-même paraissait contraint, pas volontaire. À mesure qu'il se refermait, j'ai comblé le vide, davantage de journées à l'hôpital, des heures supplémentaires, un recentrage sur ma carrière. J'ignorais alors que derrière ce processus d'exclusion, il bâtissait silencieusement une vie toute différente, sans moi. Mon bien-être émotionnel a été bouleversé, sans que je puisse mettre de mots sur ce qui n'allait pas. Au début du printemps 2024, j'avais l'impression de cohabiter avec un inconnu portant mon nom et partageant nos factures. Moi, cette femme confiante et équilibrée, je me transformais en quelqu'un de anxieux, incertain, marchant constamment sur des œufs. L'hôpital, là où j'avais toujours trouvé force et mission, est devenu le seul refuge où je mérite d'exister. Mes collègues, eux aussi, s'en sont rendus compte. « Tu sembles absent de ces temps », m'a fait remarquer mon supérieur, lors d'un bilan professionnel. J'ai commencé à inventer des excuses pour Kurt, son absence aux événements sociaux de l'hôpital, aux réunions de la famille, aux manifestations communautaires. Le plus insidieux, c'était le gaslighting. Dès que je posais des questions, il avait toujours une explication rationnelle, la sécurité au bureau, les voyages temporaires, la promesse de l'avenir. En apparence, j'étais la femme idéale, tu es la plus compréhensive, m'assurait-il, je sais que c'est dur pour toi, mais tout ça, c'est pour nous, notre famille. Ces mots adoucissaient mon anxiété, masquant l'essentiel, son absence affective. Sa présence physique à la maison n'était qu'un simulacre, dîner en tête-à-tête, film sur le canapé, une question sur ma journée, mais une émotion vitale manquait chaque fois que je tentais une conversation profonde sur notre vie, nos difficultés à concevoir ou simplement notre quotidien. Je passais mes nuits éveillées, à le contempler, noyé dans un mariage vide. Était-ce moi, trop sensible au stress? Ou mon métier, qui me rendait hypervigilante? Les traitements de fertilité n'ont rien arrangé. Il accompagnait les rendez-vous, mais sans s'y impliquer vraiment. Peut-être qu'on devrait faire une pause, a-t-il suggéré après une nouvelle déception. Ces mots, loin de rassurer, résonnaient comme un abandon déguisé. Ma santé a vacillé, perte de poids, appétit fuyant, nœud d'angoisse dans l'estomac. Ma mère s'inquiétait au téléphone, « Tu travailles trop », disait-elle, mais comment expliquer que ce n'était pas seulement du surmenage? Je vivais un mariage mort, chaque discussion sonnait faux, chaque jour apportait son lot de preuves que j'étais mise à l'écart dans la vie réelle de mon mari. L'élément déclencheur est survenu un soir pluvieux de mi-avril. Épuisé après 13 heures de garde, je suis rentré à la maison pour trouver Kurt en pleine préparation de voyage pour Las Vegas. Notre directeur de secteur a convoqué une réunion d'urgence, m'a-t-il expliqué employant ses chemises tropicales et ses bermudas. L'un d'eux, encore avec l'étiquette, jetait un doute flagrant sur son honnêteté. Ils veulent que l'on soit plus détendu pendant les sessions de networking au bord de la piscine, a-t-il balbutié, en guise d'explication. En cet instant, j'ai compris que je ne pouvais plus ignorer les signaux rouges. Mon instinct de soignante, celui qui discerne les symptômes avant même qu'ils soient manifestes, me criait que quelque chose clochait terriblement. J'ai décidé de reprendre le contrôle en menant ma propre enquête, non par obsession, mais par besoin vital de vérité. J'ai fouillé son ordinateur commun. Son historique, incroyable mais vrai, était soigneusement nettoyé. Pourtant, mon expérience en informatique m'a guidé jusqu'à un logiciel de récupération de données. Les fragments retrouvés étaient aussi terrifiants qu'inattendus, brouillons de mails non envoyés, références à des adresses dont je n'avais jamais entendu parler, noms de personnes inconnues. Ce que j'ai découvert dans l'heure suivante allait tout changer.
Ces traces numériques confirmaient que ce n'étaient pas des voyages professionnels. Des recherches ciblées, meilleur restaurant romantique à Maui, couple Spanapa Valley, comment dissimuler des frais de voyage à un conjoint. Chaque requête me transperçait le cœur, ce n'était plus une fausse piste. Au milieu des signés appelés « Recherche Pro », j'ai découvert des liens vers des locations de luxe, des escapades en amoureux correspondantes aux dates où il était censé être parti pour affaires. Puis, ce fut l'ultime preuve, un email enregistré en brouillon, une réservation pour 2 à juste pendant son prétendu séjour à Las Vegas. Le nom de la deuxième personne? Le mien, mais sous le nom de D. Patterson, mon propre nom de jeune fille. Il n'y avait plus d'ambiguïté, c'était plus qu'une liaison, il utilisait ma famille comme couverture. J'ai saisi des captures d'écran de chaque élément, documentant, avec la précision d'un diagnostic médical, chaque preuve d'un mal profond rongeant notre mariage. Factures de bijouterie, restaurant romantique, montant récurrent sur notre carte commune pendant ces déplacements supposés, un monde parallèle montait devant mes yeux, financé sur notre compte. Cette enquête méthodique, loin de me consumer par vengeance, allumait une lueur de pouvoir en moi. Comme dans mon travail à l'hôpital, repérer un indice, questionner une anomalie, rassembler les preuves, j'utilisais mes compétences de soignante pour me soigner moi-même. J'étais prête à exposer la maladie qui empoisonnait notre foyer et, s'il le fallait, entreprendre une chirurgie radicale pour sauver ce qu'il restait de ce qui fut. Utilisation d'avances en espèces pour éviter les reçus détaillés, j'ai découvert des dépenses étranges, lingerie achetée dans des boutiques luxueuses, forfait massage en couple, champagne, commande au service en chambre avec fraises, et même des achats de bijoux que je n'avais jamais reçus. La découverte la plus dévastatrice fut un dossier caché dans notre espace de stockage partagé, des photos que Kurt avait oublié de supprimer ou pensait que je ne trouverais jamais, images de ma sœur demi-portant de la lingerie inconnue, posant dans des chambres d'hôtel avec vue sur l'océan, que Kurt avait décrit comme des chambres de conférences exiguës. Ils se tenaient la main sur des plages, partageaient des dîners intimes, échangeant des regards pleins de passion, celle que je croyais perdue entre Kurt et moi à cause du stress professionnel et des difficultés liées à la fertilité. Une photo montrait demi-portant ce que je pris d'abord pour un nouveau collier en diamant, avant de réaliser que c'était la paire de boucles d'oreilles assorties au bracelet tennis que Kurt m'avait offert pour notre anniversaire. Il avait acheté un ensemble de bijoux, et l'avait divisé entre sa femme et sa maîtresse, comme si nous étions des accessoires dans sa double vie. Une cruauté sans nom. En continuant mes investigations, je découvris des conversations par message que Kurt pensait avoir supprimées, des échanges entre lui et Demi planifiant leur voyage avec une intimité révélant une relation de longue date, pas une simple aventure passagère. Il parlait même de notre maison à Hawaï et de quand ils pourraient enfin vivre ensemble définitivement. Ce n'était pas juste une infidélité, c'était une vie parallèle complète qu'ils construisaient ensemble. Leur stratégie était méticuleusement organisée, éviter d'être détectés, coordonner leurs alibis, choisir leurs moments de communication quand j'étais au travail, même surveiller mon emploi du temps et mon état émotionnel pour déterminer les périodes les plus sûres pour leur rencontre. Ils m'étudiaient comme un problème à résoudre, pas comme une personne à aimer. Mais la découverte la plus choquante fut un tableau de dépenses détaillé dans les fichiers personnels de Kurt, retraçant chaque dollar dépensé pour leur relation par rapport à l'argent consacré à notre mariage. Le contraste était accablant, il avait dépensé plus pour un seul week-end avec Demi que pour nos 3 derniers anniversaires réunis. Les preuves numériques révélaient une tromperie systématique qui durait depuis près d'1 an, chaque voyage d'affaires, chaque appel tardif, chaque excuse liée à la sécurité de l'entreprise étaient des mensonges savamment construits pour permettre à Kurt de maintenir sa relation avec ma sœur tout en gardant la stabilité financière et le soutien domestique que notre mariage lui assurait. Pire encore, j'appris que cette conspiration impliquait beaucoup plus que Kurt et Demi, collègues, amis, voire des membres de la famille semblaient participer au mensonge, aidant à dissimuler la vérité pendant que je restais aveugle à la trahison. Jusqu'à quel point allait-il ? Les messages révélaient des plans datant de plus de 10 mois, juste après notre 2e anniversaire de mariage, alors que je travaillais des heures supplémentaires pour financer nos traitements de fertilité. Dans ces échanges, il parlait de moi comme d'un obstacle à éliminer. Demi écrivait, « Elle est tellement confiante que ça me fait presque culpabiliser. » Kurt répondait froidement, « Ne te sens pas coupable, elle obtient ce qu'elle mérite, quelqu'un pour payer les factures et s'occuper de tout. Nous prenons juste ce qui nous revient. »
Leur cruauté calculée se dévoilait dans la planification précise de leur voyage, choisi pendant mes périodes de travail les plus exigeantes, quand je serais trop épuisé pour poser des questions. Ils étudiaient mes horaires à l'hôpital pour organiser leurs rencontres pendant mes journées les plus longues, sachant que je rentrerais chez moi vidé et reconnaissante pour la moindre attention de Kurt. La trahison dépassait Kurt et Demi. J'ai découvert que mes propres parents, sans le savoir, les avaient aidés. Demi demandait à ma mère mon emploi du temps sous prétexte de planifier des visites surprises, alors qu'elle utilisait ces infos pour éviter de me croiser. Mon père confirmait des événements familiaux auxquels Kurt était supposé assister alors qu'il était en réalité avec Demi. Le comble fut de trouver un autre tableau où Kurt suivait mon état émotionnel, mon emploi du temps, et mes contributions financières au foyer. Il calculait mes heures supplémentaires, synchronisait ses faux voyages d'affaires pour maximiser mes revenus et ma fatigue, et notait les dates de mes traitements de fertilité pour ajuster son comportement et paraître plus présent lors de mes moments de vulnérabilité. Un groupe de discussion incluant plusieurs collègues de Kurt dans l'industrie pharmaceutique confirmait que ces derniers couvraient ses mensonges, créant de faux programmes de conférences et documents pour renforcer sa crédibilité. Leur plan allait jusqu'à ouvrir un compte bancaire à Hawaï à notre adresse, sous le nom de Kurt seul, avec des dépôts correspondant à des retraits de notre compte commun, justifiés comme des investissements professionnels. Les faux factures, les réservations d'hôtels par carte prépayée, tout était pensé pour dissimuler leurs dépenses. Je découvris même que Kurt sabotait nos tentatives de conception, il jetait mes médicaments de fertilité et sautait ses propres doses. Dans un message, il écrivait « Plus elle croit que c'est juste la malchance, plus on a de temps pour préparer notre sortie ». Le plus cruel fut un enregistrement vocal entre Kurt et Demi, durant un de mes rendez-vous médicaux, où il se moquait de ma détermination et de mon espoir, Kurt imitant ma voix pour parler au médecin pendant que Demi riait. Ils avaient calculé que mon investissement dans notre mariage, combiné à la charge émotionnelle et physique de mes traitements, me rendrait vulnérable et distraite, leur permettant de construire leur nouvelle vie sans résistance. Après 3 nuits blanches à digérer cette trahison, une force nouvelle naquit en moi, la douleur se mua en froide détermination. Kurt et Demi avaient sous-estimé la femme qu'ils trahissaient. Infirmière en soins intensifs pédiatriques, j'avais appris que dans une crise, l'émotion pouvait être fatale. Je décidai donc de laisser croire à Kurt que j'ignorais tout en préparant méthodiquement leur chute. Je commençai à collecter toutes les preuves, tableaux des mensonges, factures fictives, correspondances, tout était méticuleusement documenté. J'ai sécurisé mes finances en transférant discrètement de l'argent sur un compte personnel inconnu d'eux, et pris contact avec un avocat spécialisé, préparant une riposte juridique. Parallèlement, je tissais un réseau professionnel solide, récoltant recommandations et soutien pour garantir mon indépendance. Le plus difficile fut de maintenir mon masque de normalité, sourire à Kurt à son retour de ses soi-disant voyages d'affaires, écouter ses histoires fabriquées, répondre à ses élans d'affection, tout en sachant qu'il préparait mon abandon. J'ai étudié ses comportements, anticipé ses excuses, ses manipulations, et préparé mes réponses pour garder le contrôle. Je me suis aussi préparé psychologiquement à l'après, organisant des appuis amicaux, envisageant un logement temporaire et sécurisant tous les documents essentiels. Quand je fis enfin tomber le masque, ce ne fut pas un acte de colère mais une stratégie froide et implacable. Chaque mouvement fut calculé, chaque preuve rassemblée, pour déconstruire leur empire de mensonges et reconstruire ma vie. Et chaque conséquence potentielle avait été anticipée. Kurt m'avait appris que les personnes les plus proches de vous pouvaient être vos ennemis les plus dangereux. À présent, j'allais lui apprendre que sous-estimer ces mêmes personnes pouvait être l'erreur la plus coûteuse de sa vie. La proie allait devenir le prédateur, et ni Kurt ni Demi ne soupçonnaient ce qui les attendait. La parfaite occasion pour dévoiler la trahison de Kurt et Demi se présenta début mai, lorsqu'il annonça une conférence pharmaceutique cruciale à Hawaï, le même voyage que j'avais déjà découvert être en réalité une escapade romantique planifiée depuis des mois. Cette fois, cependant, j'étais prête. Au lieu d'être l'épouse naïve et confiante qu'il croyait, j'allais orchestrer la confrontation la plus dévastatrice qu'ils puissent imaginer. Mon plan exigeait un timing parfait et la manipulation subtile de leur arrogance contre eux-mêmes. Je savais, grâce à leur message, qu'ils étaient devenus trop confiants, convaincus que j'ignorais totalement leur liaison. Cette confiance allait être leur chute. Je réservai un vol pour Hawaï,
arrivant un jour avant Kurt, et prit une chambre dans le même resort de luxe où il comptait séjourner. Chaque détail devait être parfait pour le piège que je tendais. L'ingéniosité de mon plan résidait dans l'utilisation de leur propre tromperie pour les détruire. J'inventais une urgence familiale, mon cousin avait eu un grave accident de voiture à Honolulu. Kurt, sincèrement inquiet en apparence, m'encouragea sans hésitation à partir, sans se douter que je savais tout de leur véritable plan. Je coordonnais soigneusement avec mon travail pour prendre un congé d'urgence, soutenu par mes collègues infirmiers qui pensaient m'aider dans une véritable crise familiale. Pendant ce temps, je surveillais leur communication, voyant leur excitation à passer une semaine entière ensemble, sans interruption, évoquant même le fait de passer à l'étape suivante dans leur relation. Ils riaient de la facilité avec laquelle ils m'avaient manipulé pour libérer la voie à leur romance. J'étudiais le resort, repérant les meilleurs points d'observation et préparant ma stratégie. Je louais une voiture, calculais plusieurs itinéraires et me renseignais sur la législation hawaïenne concernant l'enregistrement des conversations, afin que mes preuves soient recevables en justice. La découverte la plus accablante fut qu'ils projetaient de s'installer définitivement à Hawaï, achetant une propriété après leur divorce, liquidation de nos biens communs à la clé. Kurt avait même acheté une bague de fiançailles avec de l'argent volé à nos comptes communs, prêt à demander Demi en mariage sur la plage où ils s'étaient embrassés lors d'un précédent voyage. Le jour de mon départ, j'endossais parfaitement le rôle de l'épouse dévouée, contrainte de partir pour une urgence familiale, tandis que Kurt me conduisait à l'aéroport, m'embrassait et me souhaitait bonne chance avec un air rassurant. Il ne se doutait pas que la femme qui montait dans cet avion n'était plus l'innocente naïve, mais une adversaire armée de preuves, d'un plan, d'un soutien légal, et prête à détruire leur paradis romantique. Arrivé au resort, je me plaçais discrètement dans le café du lobby, observant leur arrivée, leurs gestes complices, leur aisance de couple établi. Kurt portait leurs valises, Demi glissait son bras sous le sien, souriant comme lors d'une lune de miel. Leur naturel me glaça mais je ressentis une satisfaction glaciale, leur mascarade touchait à sa fin. Le soir venu, après leur dîner, je frappai à leur porte à 21h30, parfaitement synchronisé. La surprise fut totale. Kurt resta figé, incapable de parler. Demi, prise au dépourvu, pâlit en voyant mes preuves, capture d'écran, messages, enregistrements, comptes financiers. Je leur exposai calmement, implacable, tout ce que je savais, les voyages bidons, les comptes secrets, le sabotage, les bijoux, les projets immobiliers, les complicités. Je les avais documentés pendant des mois. Les papiers de divorce étaient déposés, les comptes gelés, leurs employeurs alertés. Kurt tenta de négocier, de minimiser, suppliant presque qu'on puisse sauver leur mariage. Demi se défendit avec colère, prétendant que c'était le vrai amour, mais je dévoilais leur cynisme, leur vol, leur moquerie cruelle à mon égard. Les conséquences tombèrent rapidement, accès aux cartes gelées, retrait de son nom sur les prêts, rapports professionnels envoyés, réputation détruite. Demi, désemparé, implora un pardon impossible. Je coupai court, non, ils n'avaient rien d'amoureux, ils avaient organisé leur trahison méthodiquement, tandis que je me battais pour notre famille. Leur escapade hawaïenne devint la scène de leur chute totale, leur mur d'autel résonnant de leur humiliation publique. Les mois suivants furent un tourbillon juridique, financier et personnel. Kurt perdit tout emploi digne de confiance, ses dettes s'accumulèrent, ses complicités tombèrent, les bijoux devinrent preuve de fraude. Pour moi, ce fut une renaissance. Promu à mon travail, sereine, débarrassée du stress et de la trahison, j'entamai une nouvelle vie. 6 mois après le divorce, je réussis un traitement de fertilité, donnant naissance à ma fille Isabella, symbole de ma victoire et de ma liberté retrouvée. J'avais appris que parfois, la pire des trahisons est le début d'une transformation nécessaire, que perdre ce qu'on croyait vouloir révèle ce qu'on mérite vraiment. Aujourd'hui, je vis selon mes propres règles, fière, forte, exigeante envers moi-même et les autres. La femme qui avait découvert ces photos dévastatrices n'existe plus. À sa place, une femme qui a transformé la douleur en pouvoir, la trahison en stratégie, l'amour en force. Oh, I guess you can't bet twice, unfortunately.
Okay, only 15 gold, unfortunately. I don't know, I'm kind of scared to, like, go into the trial chamber. I've never done one, so I don't know, like, how scared I should be of it, you know? Amish Paradise. A lot of Weird Al fans in here tonight. Okay. Oh my god. Oh god. Hold on. Put held item on head. It didn't work. Okay, I'm gonna refund you that because that just didn't do anything, as far as I know. You should get that. You should get that 25 back. Oh, that did remind me. There was another thing I wanted to check here. Okay, I did just make a drop held item a little cheaper as well, guys. From 15 to 10. Okay, we do definitely want to stay away from that spider spawner. But we do kind of gotta go right by it. Oh, oh, oh. Anything over here? I don't know if I've been over here. Ooh, okay. Why is White nerdy in the queue? Oh boy. Yeah, I have not looked at the queue. I think you can do exclamation point Q to look at it. Another gapple, very nice. I don't really need any of this. Oh, hello. A little jump scare. Uh-oh. Oh, nice. Or did that not work? Maybe just QUE? Maybe? I don't know. So I'm not brushed up on my song requests functions. Nope, okay. I could keep guessing, it might be like song list, but honestly I need to check before I can. I don't want to lead you guys astray any more than I already have. Okay, so I'm finding diamonds and iron, which normally would be fine, but I've got all that. Oh, here we go, some gold. Okay, no reason not to... Gotta farm this Enderman, too. Do you have a boat? Yes. Get in there. Yay! Our first pearl. Okay. We have the cover.